Bien, je vous propose de démarrer notre audition. Mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport à l'Assemblée nationale. Nous recevons ce matin un invité particulièrement important, en la personne de M. Jaume Roures, président-directeur général de Mediapro. M. Roures, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement de vous être déplacé depuis Barcelone pour participer à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Beaucoup a été dit sur Mediapro depuis l'appel d'offres de 2018 et davantage encore depuis les événements survenus il y a un an et la fermeture de votre filiale française. C'est précisément parce que beaucoup a été dit que vous convier à cette audition était indispensable. Nous ne sommes pas un tribunal et notre ambition n'est pas de juger les torts et des qualités des uns et des autres sur une affaire déjà réglée. Mais en tant que parlementaires, nous cherchons à tirer les conséquences de ce qui s'est passé afin de reconstruire le football français le plus sainement possible et au-delà du football, le sport français. C'est pourquoi il est primordial pour nous d'écouter tout le monde sans a priori. Je souhaiterais revenir pour poser de bonnes bases à notre échange sur la chronologie des événements depuis 2018. Le 29 mai 2018, vous faites l'acquisition à la surprise générale des droits de diffusion de l'essentiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en offrant la somme de 830 millions d'euros pour 80% des matchs. C'est une surprise à double titre, d'abord en raison du prix payé pour le championnat dans sa globalité, qui atteint la somme inédite de 1,15 milliard d'euros. C'est ensuite une surprise car personne ou presque ne s'attendait à voir le groupe Mediapro surenchérir face à Canal+, beIN Sport ou Altice pour ne nommer que. La question que se posent alors beaucoup d'observateurs, c'est évidemment comment Mediapro va rentabiliser son investissement. Rappelons que le précédent appel d'offres avait vu Canal l'emporter pour 750 millions d'euros, soit une somme très significativement en dessous des 1,15 milliard. L'autre question, c'est ce qui se passera si cet investissement ne peut pas être rentabilisé. En d'autres termes, la question des garanties. Rappelons en effet que le jour même où vous avez remporté l'appel d'offres pour la Ligue 1, la Ligue italienne a rompu le contrat qui la liait à Mediapro pour cause de garanties insuffisantes. À l'époque, en juin plus précisément, Didier Quillot déclare que les garanties sont là et qu'il n'y a aucun risque pour la Ligue. La suite de l'histoire ne lui a pas donné raison, nous le savons. C'est donc avec le rapporteur Cédric Roussel notre première question. Qu'est-il advenu de cette garantie ? Nous aimerions entendre le récit exact des événements et des décisions qui ont été prises chez Mediapro. L'autre question que tout le monde se pose en ce jour du 23 mai 2018, c'est que va devenir Canal+, qui ne remporte alors aucun lot mis en vente par la LFP. On pourrait penser que c'est une excellente nouvelle pour vous, qui avez l'opportunité historique de battre le diffuseur de la Ligue 1 depuis plus de 30 ans. Une bonne nouvelle pour la Ligue aussi, vu la somme promise. Mais c'est là que les choses se compliquent. Pour que Mediapro réussisse, il faut que la chaîne créée par le groupe, ce sera Téléfoot, soit distribuée sur tous les canaux. Or, être bien distribuée en France, notamment par satellite, implique de trouver un accord avec Canal+. Et Canal n'avait pas forcément envie de faire des affaires comme vous l'entendiez après ce qui s'est passé. Je crois que vous pouviez vous y attendre, d'où une deuxième série de questions qu'on ne peut s'empêcher de se poser. Pourquoi avoir acheté les droits si chers compte tenu de la dépendance inévitable au réseau de distribution de Canal+. Je souhaiterais poser la question de façon très simple. Aviez-vous réellement l'intention de créer une chaîne et diffuser du football ou seulement d'utiliser la clause de sous-licence pour revendre les droits à un autre opérateur tel que Canal+. Si vous aviez effectivement l'intention de créer une chaîne, se pose nécessairement la question de la rentabilité. À partir de quelle année Téléfoot devait-il dégager des bénéfices et combien d'abonnés avait la chaîne lorsqu'elle s'est arrêtée ? Entre Mediapro et la Ligue, les difficultés ont commencé le 7 octobre 2020. Vous annoncez alors que vous ne réglerez pas la deuxième échéance du contrat et que vous allez demander une renégociation. Nous connaissons tous la suite, les négociations échouent, un conciliateur judiciaire est nommé en la personne de M. Marc Sénéchal, que nous avons reçu ici même à l'Assemblée en juillet, et vous trouvez un accord avec la Ligue moyennant paiement pour solde de tout compte. En définitive, vous avez mis fin au contrat en décembre 2020, après avoir réglé un total de 243,6 millions d'euros pour la période allant du 21 août au 23 décembre 2020. C'est environ un quart du montant que vous aviez accepté de verser pour chaque saison sur la période 2020-2024. D'où ma troisième série de questions. Quel bilan
faites-vous aujourd'hui de ce départ? Je crois que les événements vous donnent du recul sur le football français et européen. Et au-delà des polémiques, nous souhaitons donc avoir votre point de vue sur le championnat français aujourd'hui. Vous avez plusieurs fois justifié votre décision de renégocier le contrat par la crise sanitaire de la Covid-19. Le spectacle n'aurait plus été aussi intéressant sans public. On peut tout de même penser que ce n'est pas la donnée fondamentale dans l'affaire, et donc nous aimerions vous entendre sur ce point également. En conclusion, M. Roures, en tant qu'acteur de premier plan, vous êtes le mieux placé pour nous éclairer sur ce qui s'est passé et peut-être pour établir certaines vérités. Quant à nous, en tant que législateurs, nous sommes en quête de réponses et de solutions pour donner ces meilleures armes au sport français. Sans plus attendre, et avant un échange de questions-réponses avec les membres de la mission, et particulièrement avec le rapporteur, M. Cédric Roussel, je vous laisse, M. Roures, la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Joannico. Je m'excuse de mon français parce que je l'ai appris à l'école. La dernière année, je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer comme avant. Bon, je vais tenter d'expliquer comment on avait vécu tous les processus et tenter de clarifier certains points et certaines choses qu'il y a sur l'ambiance, mais que parfois elles ne sont pas très réelles. Nous avons gagné l'appel d'offres, comme vous avez dit, pour un somme total de 780 millions pour la Ligue 1 et de 34 pour la Ligue 2. C'est-à-dire notre engagement, c'était en tout pour 814 millions. Je vais vous rappeler une chose qui a été exposée dans cette salle par M. Guillot, que dans cet appel d'offres, l'attitude de Canal+, quand il a perdu le premier lot, ça a été de tenter de casser l'appel d'offres. Pour moi, c'est important de le souligner parce que c'est une attitude plus ou moins historique de la façon dont on agit Canal, qu'on va la vivre et on va la souffrir à partir de ce moment. Non? Pour nous, ce n'était pas surenchérer les prix du foot français. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. On s'était engagé sur la Ligue 1. Je vais souligner, c'était 8 matchs et demi de la Ligue 1 pour 780 millions. L'affaire de la Ligue 2, c'est un peu secondaire par rapport à la discussion. Et pour notre expérience en Espagne et ailleurs, mais l'espagnol, je crois que c'est la plus développée, la France a en 50% plus de population que l'Espagne. La France a un PIB, vous dites PIB, non? Dans 50% plus important que l'Espagne. La France a une tradition de télévision payante historique très importante, plus de 7 millions d'abonnés à la télévision payante. En Espagne, on a 50% moins de population, 50% moins de PIB et 50% moins d'abonnés à la télévision payante. L'Espagne, pour les droits domestiques équiparables au lot qu'on a gagné à cet appel d'offres, il touche 1 milliard peu, je crois que c'est 1,70 milliard. L'Italie, c'était aux alentours d'1 milliard aussi. C'est-à-dire que la comparaison du marché, des données objectifs économiques, la tradition de la télévision payante, etc., faisait que nous croyions, et je le crois encore, que les prix qu'on a offerts, c'était un prix correct. Notre projet, ce n'était pas de sous-licencier, ça n'a été jamais ni le projet ni la pratique pendant les ans qu'on a travaillé ici, sous-licencier le paquet qu'on avait gagné. Notre projet, c'était faire une chaîne de télévision, comme celle qu'on a fait, une très bonne chaîne de télévision, avec des très bons journalistes, des très bons éditorialistes et des très bons producteurs, pour distribuer directement, aussi bien aux fans du foot qu'aux plateformes, opérateurs, etc. Depuis le début, on a dit
on ne s'entraînerait pas seulement à ce qu'on peut appeler le modèle traditionnel, c'est-à-dire le modèle des opérateurs en présence, Orange, Canal, etc., mais que la technologie, etc., avait évolué beaucoup et qu'on voulait travailler aussi sur ce qu'on appelle ici les GAFA, et avec lesquels on avait déjà de bonnes expériences ailleurs dans le monde. Nous avons bâti un business plan pour 4 saisons. C'était avoir la possibilité d'un contrat de 4 saisons, c'était important pour nous. Un business plan sur lequel, les premières années, on allait perdre de l'argent. On avait eu cette même expérience en Espagne. C'est une chose facile à voir si on entre ce qu'on appelle le registre mercantile espagnol. Nos acomptes sont déposés là-bas et on peut suivre cette filière et gagner de l'argent l'année 3 et l'année 4. C'est pas seulement, c'est un peu, on peut dire, la tradition du secteur aussi. Hein. Personne croit qu'on arrive et on a 2-3 millions d'abonnés comme ça. Parce que notre objectif, ce n'était pas de piquer des abonnés des opérateurs et des Canal+. Notre objectif, c'était que la chaîne soit chez Canal+, et chez les opérateurs. C'était jamais... Et je crois que c'est une chose que j'ai tenté de clarifier depuis la première conférence de presse qu'on a fait à Paris. On l'a fait seulement pour clarifier ça. On ne vient pas ici pour piquer des abonnés. On vient ici pour offrir une bonne chaîne, une façon différente de traiter le foot et d'avoir un rapport avec les fans. Ça, c'était notre expérience. L'autre partie de nos espoirs, c'était basé en qu'on pourrait travailler avec la Ligue, les clubs, au niveau stratégique, c'est-à-dire qu'on était venu pour développer un projet stratégique en travaillant ensemble avec la Ligue et les clubs. Chose qu'en général, ce n'est pas un problème français, c'est difficile parce que les clubs, plutôt que les ligues, ont tendance à ce que Woody Allen disait take the money and run. Mais bon, au début, ça a très bien marché. Les contrats, c'est-à-dire l'appel d'offres, c'était le mois d'avril-mai, mais les contrats ont été perfectionnés, signés à la fin 2018. Et on commence à travailler en 2019. On fait pendant 2019 des réunions avec tous les opérateurs, avec Altice, avec Orange, avec Bouygues, avec Free. On fait des réunions avec BIN aussi, même à Doha. Et pendant 5 mois, du mois de février au mois de juillet, on a des réunions de travail avec Canal. Des réunions de travail basées sur un accord de confidentialité qu'on a signé, des réunions de travail à Paris, à Barcelone, avec des documents, avec des numéros, avec des discussions. Après 5 mois, on n'a pas trouvé un accord à ce moment-là. C'est aussi logique, possible, et pas un problème grave. On commence à chercher le staff de Mediapro et Sport France et de la chaîne. On négocie l'achat d'une maison de production, parce que nous, on était présents au niveau de la production en France depuis 2012, mais les exigences de la couverture et la production des matchs et de la chaîne faisaient que ce serait bien si on aurait eu cette possibilité. On a eu des négociations, mais on n'a pas abouti à un accord. On sélectionne les agences de publicité qui vont faire nos campagnes, parce qu'on investit sur des campagnes publicitaires d'un côté parce qu'on a un engagement avec la Ligue au niveau des contrats et d'un autre côté pour le lancement de la chaîne, plus de 10 millions d'euros seulement en publicité directe. On sélectionne aussi une agence pour faire une étude de marché sur comment les gens peuvent voir une chaîne comme la nôtre, les prix, etc. Non? On commence à négocier en parallèle aussi avec Netflix, avec Apple, avec Amazon et avec YouTube.
On fait plusieurs réunions avec la Ligue à Paris, à Lyon et à Marseille. On assiste pour expliquer notre projet à deux assemblées générales de la Ligue, avec la Ligue 1 et avec la Ligue 2, des fois. Je le souligne parce que j'ai entendu dire que certains clubs ne connaissaient pas nos projets. On est allé, plusieurs fois qu'on est allé à Marseille, à Lyon, à Paris et à Nice, les années suivantes. On a été présents à des assemblées générales de la Ligue pour raconter notre projet. On a eu la réunion avec Stéphane aussi, qui a abouti l'année suivante à la signature de l'accord que vous connaissez sur Téléfoot, la marque et un rapport de production des programmes, etc. Et on a travaillé avec la Ligue sur une chose très importante, que c'est le piratage. Parce que pour nous, c'était un problème depuis le début. On a eu des expériences très dures en Espagne. On a eu un travail avec la Ligue espagnole très important contre le piratage, où on a gagné, en général. On a été capable de tomber les web plus importants du piratage sur le foot, sur le sport, etc. Et on a entamé des conversations entre la Ligue française et la Ligue espagnole pour échanger des expériences et pour avoir accès à des outils technologiques que la Ligue espagnole avait en main et sur lesquels il a travaillé et développé beaucoup en Espagne et au niveau international. Au début de 2020, ça c'est le 2019, au début de 2020, sur l'affaire du piratage, on a des réunions avec le ministre de la Culture. Je crois que ce n'est pas le même ministre maintenant que celui qu'il y avait ici en janvier 2019. Et on a aussi des réunions avec la ministre des Sports, le nom, ça ne me sort jamais, Marianescu. Madame Laura Flessel, en 2019. Non. Roxana. Ah, c'est après alors. Ouais. Non, mais à ce moment-là, janvier 2019, on a eu la réunion parce qu'elle était la responsable. Aussi, la Ligue a suivi cette affaire avec cette institution. On a eu des réunions spécifiques avec la Ligue sur ça. À ce moment-là, on nous a dit que, bon, je crois m'en souvenir que le seul problème, c'était sur les projets de loi qu'on devait passer par les juges des fois, avec un décalage de 2 ou 3 mois, et on croyait que ça, c'était pas nécessaire. Et en tout cas, on nous a promis, on nous a dit que le mois de mai 2020, la loi serait approuvée. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il n'y a pas encore de loi sur le piratage. Elle est approuvée en marche. Elle a été votée. Elle est initialement en marche puisque c'est le groupe parlementaire. Sur le piratage, elle est votée. Initialement en marche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je peux aller devant un juge et dire, écoutez, ce mec-là a un goût de piratage. Est-ce que vous appuyez sur le bouton pour... Non, les discussions, elles remontent à quelques années, comme vous l'avez dit. Et au travers de 2 textes, elle a été discutée déjà 2 fois à l'Assemblée nationale et votée. Et in fine, la ministre de la Culture a entériné un dispositif de lutte contre le piratage avec une ordonnance dynamique qui avait été initiée notamment par votre serviteur. Donc, en tout cas, la Ligue a démarré 2 fois et la loi n'était pas présente, c'est important. Bon, on a fait l'étude de marché sur des milliers d'entretiens le mois de janvier et février 2020 sur les prix, un prix aux alentours de 25 €. L'étude de marché a sorti aussi la possibilité de faire une offre sur les portables, sur les mobiles, plus à l'aise, si je m'en souviens pas mal, aux alentours de 14 €, quelque chose comme ça. Et on a commencé dans cette ligne. On a continué les réunions avec la Ligue à Paris et à Nice. Le 8 mars, on a eu un comité de pilotage
à Nice qu'on a fini au match, je crois que c'était Nice-Lyon, avec 30 000 personnes une semaine avant de faire Boudit confinement. Oui. Okay. Une semaine avant du confinement. Et le confinement est arrivé le 17, je crois, le 17 mars, ici, en Espagne aussi, bon, un peu dans tout le monde. Avec surprise, à la fin d'avril, on apprend que la Ligue française ne va pas se finir de la saison 19-20, parce que c'est la seule ligue en Europe qui ne va pas se finir. Ça, bon, on explique pas seulement notre surprise, mais aussi notre désaccord avec ça, même si ça ne nous touchait pas directement dans ce moment-là, parce qu'on n'avait pas les droits, mais on voyait clairement que ça, c'était un préjudice très important pour la Ligue, pas seulement parce qu'ils allaient perdre les contrats TV de 150 millions, mais que ça aurait au niveau économique d'autres retombées. Je crois que la même Ligue a fait une valorisation de plus de 600 millions à ce moment-là. Je ne m'en souviens pas de la chiffre exacte, mais et l'arrêt de la Ligue, de la compétition, avait aussi d'autres conséquences. Il avait une conséquence sur que cet effet économique obligerait au club à vendre plus de joueurs pour compenser ce qu'ils avaient perdu et les PG que l'État a donné à la Ligue, mais que, comme tout prêt, il faut les repayer après. Et ça dessinait aussi un découragement, on dit, de la part des fans. C'est-à-dire, on a une compétition, elle n'est pas finie, on est dans une situation d'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas capable de finir la Ligue? Ça s'est produit officiellement le 30 avril, le 19 mai, la Bundesliga redémarre et 2 semaines après, le font les Espagnols et les Français. À ce moment-là, je vais souligner que Canal et ne paye pas son contrat. Il y a un contrat en vigueur et ils ne payent pas les matchs qu'ils avaient déjà consommés. Non? Et après des négociations qui durent plus d'un mois minimum, ils acceptent de payer, mais avec un rêver sur ce qu'ils avaient consommé, tout à fait injustifié de mon point de vue. Je n'ai pas vu beaucoup de scandales sur ce fait-là, de profiter de la situation du Covid et de la Ligue pour ne pas payer ce que le contrat disait, et en tout cas pour chercher un rêve qui n'était pas justifié. Nous, on continue à travailler, on fait 7 réunions de comité de pilotage pendant cette période, et le mois de mai, on arrive à un accord avec Netflix, et on arrive à un accord avec TF1, que c'est un accord important, c'est stratégique, c'est pas seulement l'utilisation du nom de téléfoot, nom historique, c'est aussi un partenariat sur la production éditoriale des matchs, sur la production éditoriale des programmes, sur la présence de téléfoot, de la chaîne dans les programmes, dans le web, le monde digital de TF1. Les restes des opérateurs, ils ne sont pas très pressés pour arriver à des accords. Je crois qu'ils ne sont pas très pressés pour des raisons. Une raison qu'on soupçonne, c'est que les opérateurs, tous les opérateurs nous disent qu'ils ne veulent pas payer le minimum garanti. Le minimum garanti, ce n'est pas une chose que nous avons inventée en France. Le minimum garanti fait partie du modèle d'exploitation du foot partout dans le monde, c'est-à-dire le modèle de la télévision payante
en général, et les modèles aussi bien sur le cinéma, sur les séries que sur le foot, le minimum garanti fait partie de ça. Et, et la deuxième raison qu'on a vue, c'est que personne ne savait ce qui allait se passer. La Ligue a été arrêtée et si la Ligue allait démarrer réellement ou pas, on ne le savait pas. Et c'est à cause de ça qu'on a vu que les opérateurs n'étaient pas pressés. Malgré cela, on est arrivé à un accord très positif avec ces mêmes mois, avec SFR, avec Altice, sur lequel ils allaient diffuser la chaîne et nous avions la possibilité, nous aurions dans notre offre aussi la Ligue des Champions. Ça c'est important aussi pour parler après du prix de la chaîne, si c'était problématique ou pas. Aussi, ces mois, on signe l'accord avec Apple. Pour nous, c'est important l'affaire de Netflix et Apple, pas seulement pour la nouveauté, pas seulement parce qu'on ouvre un marché nouveau. On les teste après. Les 30% des abonnés qu'on a, de plus de 600 000 abonnés qu'on a eu, les 30% ont aussi acheté Apple dans son paquet et les 10% ont arrivé à travers des... Non, les 30% c'était Netflix, les 10% c'était avec Apple. Pendant ces périodes-là, on a eu aux alentours de 10 réunions avec Amazon à Londres et à Paris pour pouvoir, pour tenter que la chaîne était présente dans sa plateforme de Prime Video. Donc, à partir du 25 juin, c'est plus ou moins la date où l'UEFA explique comment la Champions va se finir, dans un modèle différent, dans un endroit concret, etc. Depuis le 25 juin, c'est le premier jour, le 25 juin, qu'on dit à la Ligue qu'on est dans une situation intenable, c'est-à-dire la Ligue va démarrer la même semaine, le même week-end, où il y a des équipes de première ligne françaises au Portugal en luttant pour la Champions. Ce n'est pas n'importe quelle équipe, plus Paris Saint-Germain et Olympique, et qu'il faut retarder le début de la Ligue parce que l'attention des fans et l'attention médiatique ne sera pas posée sur la Ligue, mais sera posée au Portugal pour les matchs qu'il se joue là-bas, pour la possibilité certaine pour beaucoup de monde que Paris pouvait gagner sa première, non pas la première, pouvait gagner la Champions, etc. On ne s'est pas mis d'accord parce que la Ligue était dans une petite bataille au Conseil d'État avec le club qui était descendu à cause de l'arrêt de la Ligue et qui ne voulait pas descendre. Je ne connais pas exactement l'affaire, mais ça a été l'explication que la Ligue nous a donnée, parce que les arguments que la Ligue avait donnés au Conseil d'État ne permettaient pas ni repousser le démarrage de la Ligue 2021, ni des choses qu'on a demandé de repousser certains matchs, parce que Paris Saint-Germain a perdu, et ils avaient un match, a perdu un dimanche, ils avaient un match à Téléfoot le samedi, et peut-être les gens ne s'en souviennent pas, mais le club a donné vacances aux joueurs. Les joueurs sont allés près de Barcelone, Ibiza, et la moitié ont été infectés de la Covid. Il faisait 4 mois qu'ils étaient en vacances. Hein. Mais bon. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas une anecdote. On peut souligner que les entrées en particulières ou très particulières passent au devant d'un développement sérieux d'un business important où on joue des centaines et des centaines de millions. Et ça, on le trouve à plusieurs reprises. Il y a, je ne me souviens pas, Saint-Étienne-Marseille qui a repoussé aussi à cause du Covid. Bon, il y a
logiquement beaucoup de problèmes parce qu'on est dans une situation très grave au niveau sanitaire et on est dans une situation où l'inconnu est présent jour le jour. En tout cas, nous, on prévient à partir du 25 juin à la Ligue que les choses doivent changer. On continue à travailler avec les opérateurs et on construit la chaîne, le développement pour assurer la production et la distribution des matchs, parce qu'on s'engageait à diffuser 380 matchs de Ligue 1 et autres 380 matchs de Ligue 2. À ce moment-là, on est au mois de juillet, l'équipe fait une enquête sur ses lecteurs. Et pour nous, c'est important, l'enquête de l'équipe, parce que les conclusions, on est le mois de juillet. Les conclusions de l'enquête de l'équipe, les lecteurs de l'équipe sont importants parce que ce sont des gens qui suivent le sport en général et le foot en particulier. Étroitement, disent les 25% qu'ils iront moins au stade, que le huis clos mine l'attrait des matchs, les 41% pensent que le foot sans spectateurs n'est rien, les 34% vont moins regarder le foot à la TV à cause de ça. Les 30% disent qu'ils vont dépenser moins, c'est logique, on a une crise sanitaire, on a une crise économique. Les 33% qu'ils vont consommer moins à domicile parce qu'ils ne vont pas regarder le foot à la télé. Et les 35% qu'ils ne vont pas s'abonner à la télévision à cause de trois choses, l'incertitude sur les produits, la crise sanitaire et la crise économique. Monsieur Roures, je me permets juste de vous interrompre. On reprendra la chronologie que vous êtes en train de faire au fil de nos questions, mais après le propos liminaire, on préférerait plutôt procéder par échange de questions et de réponses, si ça ne vous dérange pas. Donc je vais passer la parole à notre rapporteur pour qu'il vous pose juste un certain nombre de questions, et puis vous pourrez de toute façon reprendre vos éléments chronologiques. Pardon. Merci, Président, et rebonjour, Monsieur Roures. Ah, alors, attendez. Comment je pourrais finir mon explication sur ce qui est devenu? Vous allez finir, puisqu'on va poser des questions justement pour rentrer dans des détails, mais vous avez déjà dit des choses très intéressante et le but de cette mission d'information, puisque vous le savez, on a auditionné beaucoup d'acteurs. Et je vous avoue qu'à chaque fois, chaque acteur, donc, puisqu'on est quand même là pour parler d'un échec commercial, et il est vrai qu'on est là aussi pour trouver les causes, les origines et trouver des solutions. Et au fur et à mesure, il faut bien qu'on aille et qu'on interroge sur les responsabilités de chacun. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale, je tenais à le dire, est la seule institution à vous demander de venir rendre des comptes devant les Français. Et je vous remercie pour ça, sachant que Nasser El Khelaifi avait demandé une enquête donc interne à la LFP, mais elle a été refusée. Si on peut résumer, encore une fois de l'extérieur, en tant que spectateur, téléspectateur, en tant que l'histoire de Mediapro en France, c'est vous êtes venus, vous n'avez pas tenu vos engagements et vous êtes partis. C'est pour ça que c'est très intéressant de vous entendre, Monsieur Roures. Donc 91 salariés licenciés chez Mediapro France, une cinquantaine de salariés licenciés chez Mediapro Sport France, donc sur le carreau. Sans compter les emplois indirects, notamment dans les territoires et les clubs, non-financement du plan de sauvegarde de l'emploi de 5,7 millions d'euros, selon nos sources, 3 millions d'euros de TVA à ce jour non payés, une mise en liquidation de vos sociétés en France, un manque à gagner de 580 millions par an de revenus pour les clubs français chaque année au regard du prix de rachat, du dernier prix de rachat donc, par Amazon, un manque à gagner via la taxe Buffet pour le sport amateur, puisque c'est la solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur en France, de 30 millions d'euros. Je comprends que ce soit difficile et que vous soyez gênés, que vous ayez mis du temps
à vous exprimer devant les Français, mais je vous remercie pour ça, pour votre présence. Aussi, ma première question, M. Rougresse, elle est simple. Êtes-vous d'accord, M. Rougresse, avec moi, pour dire que ce n'est pas aux contribuables français de payer la note, l'addition, pour cet échec commercial? Bon, la moitié de ce que vous avez dit, ce n'est pas réel, mais si j'ai l'opportunité de pouvoir le lire, je vais vous répondre. Mais je suis là, pas pour être interpellé de cette façon, mais pour d'abord donner mes explications sur la situation. Qu'est-ce que la situation Simplement, M. Rougresse, moi je suis là aussi pour que votre audition se déroule aussi pas sous la forme d'un monologue. Il faut simplement qu'il y ait un échange. Non, ce n'était pas un monologue. Simplement, je vous avais demandé 10 à 15 minutes de propos liminaires. De donner mes explications. Vous aurez le temps de le faire. Allez-y. Vous pouvez. Roussel aura l'opportunité de m'attaquer. Mais il faut être... le concept de la démocratie, il faut l'avoir un peu plus large. Et d'abord, on laisse les gens s'exprimer et après, on répond. Okay? En Espagne, on tente de faire comme ça, malgré qu'on a eu 40 ans de dictature. Je peux continuer? Oui. Ok, parfait. Et après, je réponds à vos questions si je les ai par écrit, parce que paroles sur les chiffres, c'était facile. Parler de la vérité, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Bon, j'ai tenté de suivre. On est arrivé à la fin à des accords avec tous les opérateurs, même si la Ligue avait démarré. À partir du 19 août, les copains de Canal+ commencent à nous envoyer ce que moi j'appelle des lettres d'avocats pour nous coincer, arriver à un accord, pour dénoncer qu'on les marginalisait, etc. etc. Bon, on répond à ça. Cette espèce de comédie, elle dure presque un mois, on s'envoie des lettres qui ne font pas avancer la situation. En tout cas, ces mêmes mois, on a une réunion avec la Ligue où on lui dit il faut qu'on rediscute les prix et les conditions du contrat. On nous répond que on doit attendre les élections, qui sont des semaines après de la réunion que j'explique, et on attend les élections pour mener à terme cette négociation. Qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on a tenté de demander comme modèle de négociation au début? On a dit qu'on voulait un rêve de 200 millions sur les 814 millions qu'on s'était engagés dans les contrats. 200 millions, ça veut dire un rabais par club de Ligue 1 de 7 millions et un rabais de 3 millions par le 20 club de Ligue 2. Et bon, cette négociation avec la crise sanitaire, la crise économique, les bars et les restos fermés, les sponsoring qui tombent, le ticketing qui n'existe pas, etc., n'est pas accepté parce que le contrat TV, c'est le seul contrat qu'on ne peut pas discuter. Et même si au début, il nous a paru qu'il y avait la possibilité de mener à terme cette négociation, ça a rapidement disparu. La négative de la Ligue à la négociation et l'exigence de payer tout, ça a été posé en avance. Nous avons demandé un délai, se donner un délai jusqu'à la mi-novembre pour en discuter. Et on a offert payer 64 millions, que c'était la valeur des matchs qu'on allait diffuser jusqu'à la mi-novembre. Cette proposition-là a été refusée aussi, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé les procès de conciliation. Bon, vous avez parlé avec M. Sénéchal. Notre volonté, on l'a exprimé comme ça pendant la négociation qu'on a eu dans le processus de conciliation, c'était de continuer, pas de partir.
on a fait plusieurs offres en plus des rabais de 100 millions, faire un contrat à 6 ans avec l'incorporation des canaux dans ce nouveau contrat. Nous a dit que ça, c'était pas possible pour les normes de concurrence, mais vous aurez vu après que la première a renouvelé sans appel d'offres pour 3 saisons de plus les droits avec le même opérateur et avec un prix. Je vais souligner aussi que tout le monde, tous les opérateurs, même Mediapro, avions renégocié les contrats avec l'UEFA, avec la Ligue espagnole dans nos cas. La première ligue a fait un rabais de 16% des contrats qu'avait avec ces opérateurs, etc. Ça a été un peu partout. Pas seulement dans le foot, tout le monde a renégocié les contrats à cause de la Covid. En tout cas, ça n'a pas été possible et on a fini un accord pour donner les droits à la Ligue. Je crois que cette négociation n'a pas été possible après, quand on a eu un mois qu'on ne se parlait pas. Hein. Après, on s'est assis ensemble. Et à ce moment-là, je crois que ça n'a pas été possible parce que, comme la presse a souligné, il y avait une espèce d'offre des canaux, des diffuseurs historiques aux alentours de 600 millions, entre 600 et 700 millions, et la Ligue a cru que ça, c'était possible. Ça a abouti à la fin, on est parti le mois de février, je crois, la fin janvier, non, février. La Ligue a vendu un tiers de nos paquets à Canal pour 35 millions, si je ne m'en souviens pas. Après, il y a eu la bataille juridique entre la Ligue et Canal avec BIN au milieu. Ils sont allés aussi à la conciliation. Quand nous avons fait la conciliation, ça c'était affreux. Après, personne n'a rien dit sur la lutte juridique de Canal et BIN et la conciliation contre la Ligue. Et à la fin, la Ligue a vendu les droits à Amazon pour 250 millions. Je vais souligner, aussi en réponse au camarade Roussel, que notre offre avec les rabais de 100 millions, c'était un engagement aux alentours de 600. Okay? Et ça a été vendu pour 250. Et bon, les 3 éléments de comment la situation est finie, c'est qu'on n'a pas négocié les prix, on n'a pas voulu négocier les prix malgré le Covid. La lutte contre le piratage n'a pas été faite comme on avait accordé depuis le début. Et le rôle de Canal+ en tout ça, pas seulement dans notre processus, mais après, je crois que nous a mené à nous et à la Ligue dans une situation intenable, parce que c'était la politique de Canal, c'est au moins ou le chaos. Non? À la fin, il y a quelqu'un qui est apparu pour sauver, entre guillemets, un peu la situation. J'ai des idées sur les problèmes en général du foot, mais je crois qu'on peut les expliquer après. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Voilà, le principe de la démocratie, ça reste le débat, effectivement. Donc le débat, c'est un exposé de questions et de réponses. Donc je vous remercie pour cette première réponse. Monsieur Ouès, vous avez lu comme moi la presse française, je pense, ces dernières années. Et puis c'est vrai, en l'absence de parole de votre part aussi et de pouvoir répondre, c'est pour ça que vous êtes ici, beaucoup de théories contradictoires ont émergé sur votre stratégie initiale lors de l'appel d'offres en 2018. Didier Quillot était auditionné dans le cadre de cette même mission. Et lors de son audition, il a insisté sur le fait que vous aviez, dès le départ, la seule intention d'exploiter les droits de la Ligue 1, donc de produire une chaîne. Monsieur Rouras, pouvez-vous nous confirmer la déclaration de monsieur Quillot? Et si oui, est-ce que vous avez communiqué un business model clair dans ce sens, de création d'une chaîne?
et d'ailleurs de connaître les grandes lignes, si vous pouvez nous les détailler. Si nous avons engagé à faire une chaîne, c'est de la gymnastique, hein, désolé. Oui, Didier Quillot a affirmé que les discussions qu'il a eues avec vous au préalable, puisque vous confirmez qu'il y a eu des rencontres, et Didier Quillot est allé, j'ai envie de dire, chercher, discuter avec des candidats potentiels pour le prochain appel d'offres. Et les discussions qu'il a eues avec vous, sur lesquelles, en tout cas avec Mediapro, sur lesquelles, selon lui, le discours était clair de votre part, vous souhaitiez créer une chaîne. Et c'est pour ça que vous étiez porté candidat donc, à cet appel d'offres. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a créé la chaîne, non? On l'a créée, je ne sais pas de quoi on discute. Attendez, non mais c'est une mission d'information. Hein. Ce n'est pas du tout des questions pour me mettre en défaut, c'est qu'on a différents acteurs qui nous font état d'une version qui est la leur. Et au final, on se rend compte que en fait, c'est la faute à personne. C'est ça que je vais vous dire à un moment donné. Mais il y a bien des responsabilités. Donc nous, ce qu'on essaye de voir aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut éviter, donc, je dirais, qu'on retrouve à nouveau donc, ce problème-là. Donc aujourd'hui, c'est juste pour valider en fait hein, des faits qui sont rapportés par d'autres et qui ne sont pas vous. Moi, je voudrais vous poser du coup une autre question. Pour la première fois, c'était assez historique, lors de cet appel d'offres 2018. Cet appel d'offres 2018 introduisait donc une clause de sous-licence, c'est-à-dire la possibilité pour un acheteur de revendre donc ses lots a posteriori. En l'absence de cette sous-licence, est-ce que Mediapro se serait porté candidat à l'attribution des droits de Ligue 1 Je vais souligner ce que j'ai raconté avant et que la Ligue connaissait. On a fait un business plan. Le business plan avec la croissance des abonnés, les pertes, les bénéfices, etc., était connu. Bon, c'est notre business plan que c'est connu de la Ligue. Et en plus, après, pour les négociations qu'on a eues pour Canal, hein, parce qu'on a discuté de business plan ensemble, etc. Je crois que ça n'a pas été nous qui avons demandé la sous-licence. Je crois m'en souvenir que c'était Canal qui a demandé la sous-licence. Mais on était pour, hein, on n'était pas contre. Pourquoi on n'était pas contre? Parce qu'une chose qu'on a vue avec Canal, c'était la possibilité de faire la chaîne, parce que c'était pas seulement une idée, on a fait la chaîne. Mais d'arriver à un type d'accord sur lequel elle pouvait avoir un match en exclusivité pour ses abonnés, etc. C'est-à-dire que la sous-licence jouerait un rôle positif. Ce n'était pas négatif ni pour les fans, ni pour le foot, ni pour la Ligue, ni pour nous, la possibilité de s'arranger. Bon, en Espagne, on appelle ça les partidazos. Ici, je ne connais pas les noms, mais c'est avoir un très bon match en exclusivité. Et cette possibilité a été présente dans les négociations. Et dans ce sens-là, bon, la sous-licence pouvait aider, mais en tout cas, ce n'était pas une proposition que nous avons fait comme une condition pour être présent à l'appel d'offres. Donc, si cette sous-licence n'avait pas été présente pour cet appel d'offres, vous seriez déjà porté candidat malgré tout. Donc cette sous-licence, on l'entend, et ça a été effectivement expliqué dans d'autres auditions, a été demandée par Canal+. Si vous dites, il y a eu un échange avec la LFP, juste pour comprendre, le business model, à savoir création de la chaîne, avec un objectif donc de nombre d'abonnés, et est-ce qu'il y a eu question également d'une présentation d'une offre commerciale plus précise? Je pense donc notamment aux tarifs de cette future chaîne. Est-ce que ces discussions-là, cette information-là, étaient données donc à la LFP à ce moment-là, c'est-à-dire au début, tout début? Il faut trouver un mécanisme plus siècle XXI. Au début, on n'a pas parlé des prix. Il y a le prix de 25 € qui est apparu en plus, parce qu'on a fait la division sur 780 millions, combien d'abonnés tu as besoin et à quel prix.
Mais je vais souligner des choses, qu'on a basé les prix pas seulement sur notre expérience dans d'autres endroits. En Espagne, les prix étaient encore étaient aux alentours de 18 €, avec la Ligue, la Champions, etc. Mais dans une étude de marché faite pour une entreprise française, ce n'est pas quelqu'un qu'on a envoyé de Barcelone ici pour les faire. Et après, parce que c'était une discussion tout le temps, les Parisiens ont fait la comparaison des prix et les prix de la Ligue française, notre prix de la Ligue française, c'était les meilleurs de l'Europe. Et en plus, c'était les meilleurs en France, parce qu'ici, vous n'avez pas accès à 8 matchs et demi. Bon, maintenant, avec Amazon, c'est un peu différent, pas si importantement différent, mais vous n'avez pas accès au foot si vous ne pas payer 40 €. Parce que je veux qu'on souligne qu'on avait la Ligue 1, on avait la Ligue 2, on avait la Champions pour 25 €. Et en offre, on avait en plus Netflix. Alors, ça, c'est une offre au niveau des prix imbattable. Et toute la constitution de ces prix-là, sí que c'est une chose qu'on a donné connaissance à la Ligue pendant toutes les périodes et les réunions du comité de pilotage. Merci. On nous a, lors des auditions, bien rappelé que vous aviez des actionnaires de poids, en tout cas les actionnaires chinois qui ont, j'ai envie de dire, en tout cas été appréciés et ont participé donc à l'appréciation de votre offre. Ça, c'est les discussions qu'on a pu avoir de la part avec les présidents de club, avec certains présidents de club qui avaient participé donc, à ce comité de pilotage. Le 16 février 2018, en effet, a été annoncé donc, le rachat, et vous me dites hein, si les dates n'est pas précises, n'hésitez pas, le rachat de 53,5% du capital de la société Mediapro par un fonds d'investissement chinois, Orient Ongtai Capital. Le 16 février 2018. Donc, c'est-à-dire, bon, grosso modo, avant la date donc, de décision du résultat de l'appel d'offres, qui a eu lieu donc, en mai 2018. Ce rachat était-il conditionné à l'acquisition des droits domestiques, que ce soit de la Serie A italienne ou de la Ligue 1, puisque vous l'avez dit vous-même, en même temps, vous étiez donc sur 2 deals, ou était-ce une stratégie, on va dire, comme on peut le connaître dans une stratégie, je veux dire, un peu commerciale et logique, de valorisation des parts, quelque part habiller la mariée, justement dans le cadre de ce deal? C'est pas exact. D'abord, ce qu'on a annoncé le 16 février, si je ne m'en souviens pas mal, c'est l'exclusivité de la négociation avec Orient Ongtai. Orient Ongtai est rentré à la maison à la fin juin, début juillet 2018, après, comme vous voyez, 5-6 mois de négociation. Il n'y avait aucune exigence par rapport ni à la Ligue française, ni à la Ligue italienne, ni à rien, même pas à l'espagnol. Et entre autres choses, vous pouvez demander à Didier Guillot, à Mathieu Ficot, parce que nos contacts avec la Ligue française, pas des engagements, mais exprimer notre volonté d'être présent à la Ligue française était très antérieur de l'appel d'offres. Et quand je dis très antérieur, je veux dire des mois et des mois. Hein, ce n'est pas une semaine avant l'appel d'offres. Avec ça, je vais souligner que ça n'a rien à voir l'arrivée des Chinois, des actionnaires chinois chez nous avec notre approche à la Ligue française, parce que je vais souligner aussi qu'on était en France depuis 2012. Alors, vous aviez acheté les droits de la Serie A pour près, je crois, de 1,05 milliard par saison. Mais finalement, le contrat il a été rompu suite au recours juridique de Sky Italia, faute d'avoir, de votre part, fourni une garantie bancaire. Donc, du coup, ma question, avez-vous été étonné
que la LFP ne vous demande pas de garantie bancaire, et ce d'autant plus que vous étiez un nouvel entrant sur le marché français. C'est pas non plus exact. D'abord, non, parce que bon, il n'y a pas de garantie bancaire dans un contrat de foot. Personne ne va déposer une garantie de 3 milliards, de 4 milliards. Ça, c'est... je connais les mots, pas les mots exacts en français, c'est une tonterie, comme on dit chez nous. Ça me sort connerie, mais je crois que connerie, c'est plus au-delà des tonteries. Je ne vais pas dire ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ailleurs. Ce que tout le monde donne, c'est une garantie de la maison mère, ou du holding, ou tel. Avoir les garanties, parce que la Ligue française a eu la garantie de Canal et de Bein, et Canal et Bein n'ont pas payé au moment donné. La Ligue italienne avait la garantie de Sky, et Sky n'a pas non plus payé. Ils ont dû aller aux tribunaux pour toucher une partie de l'argent, etc. etc. Non? La tradition dans nos secteurs, parce que nous avons des contrats avec la FIFA sur les Coupes du Monde, avec l'UEFA sur la Champions, et avec plusieurs ligues dans le monde, c'est parfois donner une entrée d'un 10 à 15% à l'avance, chose qu'on a fait ici, hein, parce que vos numéros, je crois que ce n'était pas exact, parce que nous avons payé un mois avant que la Ligue, 3 semaines avant que la Ligue commence, 176 millions d'euros. Hein. C'est sûr, moi je les ai payés. Ça, c'est la pratique, la combinaison d'un avancement d'argent et d'une garantie de l'entreprise. D'autres solutions ne sont pas réelles. On peut dire n'importe quoi, mais il n'y a pas une garantie bancaire, je ne sais pas en français, à primer requerimiento, c'est-à-dire exécutable au moment, sur 3 ou 4 milliards d'euros. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister et personne ne l'a demandé. En Italie, les Chinois, les actionnaires chinois qui n'étaient pas rentrés encore à la maison, mais qui étaient en train de faire ces négociations en exclusivité, etc., ont donné ces garanties de ces entreprises. Et moi-même, je les ai amenées au président de la Ligue italienne, hein, chose que je n'aurais pas fait ailleurs. Mais pour eux, c'était quelque chose d'honneur, non, de dire. Et moi, personnellement, j'ai amené au président de la Ligue, qui a été évicé après de la Ligue parce que sa élection, c'était tout à fait irrégulière, pour ne pas dire des choses des mots plus gros. Et il n'a pas accepté ce type de garantie qui était réfrendada, je ne sais pas comment dire, réaffirmée par KPMG. Ce n'était pas une lettre comme ça, hein, mais c'était KPMG qui apportait, donnait foi des garanties du fonds chinois. Il ne faut pas... Bon, je vais souligner qu'en plus, les fils du président de la Ligue italienne qui a été vexé, c'était un des responsables de la publicité de Sky. Mais on n'est pas parti de l'Italie pour ça, on est parti, comme vous avez dit, parce qu'il y a eu une sentence judiciaire qui voulait nous obliger à faire un autre appel d'offres, mais la Ligue devait commencer. Mais les garanties, dans ce cas-là, ont été présentées. Alors, je vous envoie une copie des garanties parce que je les ai dans mon bureau. Hein. Ok, on remercie parce qu'effectivement, tous les documents, hein, d'ailleurs par la suite, cette mission, je tiens à vous le dire, elle est entre guillemets ouverte encore jusqu'en novembre. S'il y a des éléments supplémentaires, et c'est ce qu'on dit à chacun, et si vous voulez contribuer donc davantage et nous donner des éléments qui pourront être annexés au rapport. Je reviens sur ce que vous disiez et sur ce que vous avez déclaré dans vos propos liminaires. On n'était pas là pour piquer des clients. Vous nous confirmez que la stratégie initiale n'était, et la seule, donc au moment de votre acquisition des droits, était la création d'une chaîne. Si on regarde la politique de communication de votre groupe,
allez, grosso modo, on va dire, l'offre commerciale a été lisible pour les abonnés au mois de juin, voire juillet, c'est-à-dire très peu de temps avant le démarrage du championnat. Donc, pourquoi, en fait, je dirais, une telle attente, sachant que depuis 2018, donc, vous étiez dans ce projet-là, je veux dire, investi et je dirais, noué à ce projet. Pourquoi donc une communication d'une offre si tardive? Et là, je parle de votre position je dirais, de offreur de services et à vos futurs abonnés. Est-ce que vous étiez dans l'urgence, malgré tout, de la création de cette chaîne? Je n'ai pas compris la deuxième partie, le final sur la chaîne. Non, j'ai peut-être pas été assez clair, je vais repréciser. Non, mais c'est peut-être moi aussi qui, et je devrais effectivement donc être plus court, et je vous remercie encore une fois pour l'effort que vous faites pour parler notre langue. Très clairement, vous avez dit que le projet initial, et seul projet, c'était la création d'une chaîne. Cette offre, et cette offre commerciale que vous proposiez aux abonnés français, si on regarde donc les faits, est intervenue concrètement avec la création de la chaîne Téléfoot 2 mois avant le lancement du championnat. Donc, pourquoi, je dirais, une telle attente? Et cette annonce a été faite si tardivement, sachant que c'était l'idée de départ. Je crois que vous tombez aussi sur la même situation que nous a mené à ces fins pas désirées. Vous oubliez qu'il y a eu la Covid. Vous oubliez qu'on a été enfermé des mois et demi. Je vous expliquais qu'au début, à la fin 19, au début 20, on a fait une étude de marché avec des milliers de personnes, etc., pour avoir les prix, etc., tout ça. Mais le mois de mars, on a été fermé. Et on a ouvert les portes, entre guillemets, à la fin mai. Et le mois de juin, on a communiqué avec tous les problèmes, parce qu'une chose, c'est sortir du confinement. L'autre chose, c'est pouvoir travailler avec les gens avec des masques, sans vaccin. Bon, je ne vais pas vous expliquer les problèmes qu'on a eus. En général, il faut tenir compte aussi que nous sommes une grosse entreprise. On est dans 36 pays dans le monde. Il y a 7000 personnes qui travaillent. Le mois de mars 2020, on était obligé d'arrêter 56 tournages de séries et de films. Le foot est arrêté en Europe et ailleurs. Le foot en Amérique latine, avec tous les entrées, les contrats qu'on a là-bas, ils ne sont même pas aujourd'hui mis au jour sur les matchs de classification pour la Coupe du Monde de Qatar. Mais j'insiste, la même chose que je disais à la Ligue, il y a le Covid. On a été enfermés. Les bars et les restos en France ont été fermés jusqu'à il fait 4 jours. Okay? Les bars, les restos, les collectivités, ce sont quelque chose entre les 10 et les 15% du budget. Et en plus, parce qu'il y a une grande tradition historique en France du travail fait par Canal+, sur les collectivités. Et ces collectivités, les hôtels, etc., ont été fermés. C'est-à-dire une partie du business est tombée à 100%. Et c'est ça dont on discute. On ne discute pas d'autre chose. On discute de cette réalité. Et on ne peut pas la cacher. C'est une réalité, vous avez raison, qui a touché tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que l'économie mondiale a souffert pendant cette période. Et pourtant, si on regarde les faits, il semble que seul Mediapro a décidé d'arrêter au bout de 2 mois son activité. Voilà. Donc en Europe, vous êtes, je ne sais pas, vous allez peut-être me donner d'autres informations, mais vous êtes, je crois, le seul à avoir jeté l'éponge dans votre activité. Voilà. Et c'est d'autant plus, et c'est pour ça que d'où une question, c'est que vous avez... donc au travers d'interviews, bien exprimer le fait que vous étiez là pour 4 ans. Pour 4 ans. Donc, et au bout de 2 mois, vous imaginez aussi l'étonnement de tous de voir qu'on est sur, je dirais, des raisons que vous invoquez. C'est pour ça que je voudrais vous expliquer là-dessus, sur des raisons de difficultés économiques. Donc,
moi, j'ai envie de dire, parce que vous avez et vous l'avez rappelé, des actionnaires qui sont puissants, avec une grosse assise, etc. Je veux dire, est-ce que vous avez été lâché par vos actionnaires chinois? Et si oui, juste pourquoi? Alors même que c'était un projet qui s'inscrivait dans le temps, avec donc une acceptation, si je reprends ce que vous avez pu dire, mais vous pouvez aussi peut-être dédire si ce n'est pas le cas, que vous attendiez à perdre de l'argent la première année pour avoir un retour sur investissement qui semble logique lorsqu'on se projette sur 4 ans les années suivantes. Moi, je jette jamais l'éponge. Jamais. Ni au niveau professionnel, ni au niveau personnel. On n'a pas jeté l'éponge. On n'a pas pu négocier. C'est ça que vous voulez pas tenir en compte. Parce que nous, on n'a pas dit on part. Nous avons dit, écoutez, les bars-restos sont fermés, la Covid, la crise économique, ce que l'enquête de l'équipe révélait, bon, c'est que tout le monde a vécu et a souffert, il faut discuter du prix de la même façon qu'on a fait en Espagne, de la même façon que l'a fait la Première Ligue, de la même façon que nous avons fait à l'UEFA, et tout le monde a mené ces négociations à terme, et tout le monde est arrivé à des accords, sauf la Ligue française avec nous. Okay? Et je vous dirais que aussi animé médiatiquement parce que, comme je lis dans une tribune dans Le Monde, peut-être que si on nous laissait travailler, on finirait par faire la fête du 14 juillet et la production du Tour de France. Mais, parce que nous sommes des étrangers. C'était une tribune dans Le Monde, je l'ai là si vous la voulez lire. Quand on s'est assis un mois après d'avoir dit on veut négocier, je vous rappelle les quantités. Je vais insister sur ça. Des 100 millions, c'est 7 millions pour club de Ligue 1 et 3 millions pour club de Ligue 2. Personne ne peut me dire que c'est impossible dans une situation de Covid que le club coupe dans cette dimension, dans cette petite dimension, ce budget. Ça veut dire que peut-être il y aura des joueurs qui, à la place d'une Ferrari, auront une Maserati. On discute de ça, on discute de rien de plus. Tout le reste, c'est du bruit. En Espagne, vous le savez, c'est dans la presse que vous avez mis ici. En Espagne, les joueurs du Madrid, les joueurs du Barça, les joueurs de plusieurs clubs se sont rabaissés son salaire pour sauver la situation. Bon, ici, il paraît que ça n'a pas été possible, même si je sais que l'Anse solide, ils ont commencé à faire des choses comme ça. Mais le problème, c'était qu'on nous empêchait de négocier, parce qu'on a fait des propositions. On a fait une proposition, je vous ai raconté avant, il faut le souligner, on peut chercher une solution en élargissant les contrats à 6 ans, en faisant ces propositions à Canal, parce qu'il serait intéressé à avoir un contrat, une perspective plus large. On a dit on peut aller en société avec la Ligue, nous on assure la production, nous on assure ce type d'argent, seulement tandis que le Covid est vivant. On ne disait pas qu'il faut enlever des 100 millions comme ça pendant les 4 saisons. Et ça, c'est écrit, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Quand ça n'a été pas possible, c'est à ce moment-là qu'on est allé à la conciliation et qu'on a fini. Et je vous dis, ça n'a pas été possible pour l'ambiance, la pression médiatique. Ça n'a pas été possible parce que la Ligue croyait, ou les clubs, ou je ne sais pas qui, c'est que disait l'équipe qu'il y avait une offre de canal, etc., etc. Et les 600 millions de canaux ont fini pour être 35. Okay? Et c'est ça qui nous a amené à fermer la porte. Ce n'est pas une autre chose, parce que sinon on serait là. C'est un duo. Vous avez souligné à plusieurs reprises, et vous étiez exprimé d'ailleurs en public, une partie des difficultés semble venir du fait que vous n'ayez pas trouvé d'accord avec Canal+ pour la distribution de téléfoot par satellite. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation que de penser que vous pouviez trouver un accord avec un opérateur qui était aussi votre concurrent direct pour l'appel d'offres? Je vous pose la question naturellement.
on savait qu'un accord, bon, entre autres choses, parce qu'on a passé 5 mois, l'année 2019, en négociation avec Canal et avec mon ami Maxime Sada, qu'on se connaît assez, parce qu'on produit de la fiction ensemble, hein, on n'est pas des ennemis, on est des producteurs de télévision. On savait qu'on pouvait arriver à un accord, on ne pouvait pas arriver à un accord. On a été en Espagne, on n'a pas eu d'accord avec Canal+ pendant des années. Et à la fin, ils ont vendu la chaîne à Téléphonique, au PTT. Mais les fans du foot existent. Et les gens veulent voir le foot. Notre paquet, notre lot de 8 matchs et demi était très attractif. On avait la Champions, on avait Netflix, etc. C'est-à-dire que la possibilité de développer, on était prêts en accord avec Amazon à ce moment-là aussi. La possibilité de développer notre projet, c'était vivante. Et ça a été seulement empêché par la négative à la négociation. Et les résultats de ce négatif, ce n'est pas une critique parce que réellement j'apprécie beaucoup les rapports que j'ai eus avec Didier, avec Mathieu et avec la Brune, ça a été pour ne pas voir un peu plus loin de quelle était la situation réelle. Alors vous avez attaqué malgré tout donc Canal+, alors pas de manière amicale, enfin a priori puisqu'il y a une procédure, pour abus de position dominante. Ça c'est intéressant, enfin déjà de connaître les motivations. Pourquoi une telle procédure? Considérez-vous, en d'autres termes, que le poids du diffuseur historique donc, qui était Canal+, soit responsable de votre échec? Oui, j'ai dit qu'il y avait 3 raisons pour l'échec. Pas négocier, l'affaire du piratage et l'affaire Canal. Et oublier Mediapro dans l'affaire. Quelle a été l'attitude de Canal par rapport à la Ligue après que les problèmes Mediapro ont disparu? Ça a été une attitude, je ne vais pas dire de blackmail, mais d'une pression insupportable, non? Des offres fantômes qui amenaient aux gens de la Ligue à croire que bon, on avance, et après serrer, je ne sais pas comment on dit en français, serrer le nœud, hein, pour avoir plus en plus un meilleur prix. Et ça a fini pour 250 millions d'Amazon. Les jours où on a connu l'accord avec Amazon, quelle a été la réaction de Canal? Hein? En Espagne, on dit ça de niño malcriado, comme on dit, un enfant pas très bien éduqué, de dire « Ah, je suis fâché, je laisse le foot, etc. » Mais c'est quoi ça? On parle d'un empire, on ne parle pas d'une petite entreprise comme, je ne sais pas, Mediapro, n'importe qui. On parle de l'empire Canal. Peut-être que vous avez laissé que l'empire Canal soit trop puissant. Je crois que c'est une chose qu'il faut la peine réviser de temps en temps. Mais de quelle pression, plus précisément, vous parlez? Des pressions vis-à-vis de vous, vis-à-vis de Mediapro, vis-à-vis de la LFP? Non, je dis la pression de ne pas arriver à un accord de forcer. Vous savez qu'est-ce payer 35 millions pour les paquets que Mediapro a laissé la saison dernière, pour un tiers du paquet, qui était valorisé à 780 millions. Ça c'est bon. Je ne vais pas dire des mots en français que je ne contrôle pas, mais bon, c'est incroyable. Et après, ils ont amené la Ligue en procès pour l'appel d'offres que la Ligue a fait. Ça, c'est de la pression. Et après, ils ont entamé des négociations particulières. Et quand il paraissait qu'il y aurait un accord, il faut seulement lire les journaux, bon, l'accord n'était pas possible. Et à la fin, la Ligue, très bien fait, arriver avec un accord avec Amazon. Ce n'est pas seulement pour les garanties financières, c'est pour pouvoir exister et pas être soumise tout le temps aux caprices des Canal. Alors,
Je reviens justement, puisque bien entendu, les trois raisons que vous avez invoquées, je reviens sur une de ces trois raisons, c'est le piratage et le streaming illégal. Selon donc une étude Adopi qui a été faite il n'y a pas longtemps, en tout cas sur les années 2019-2020, il y a une recrudescence, donc le piratage a augmenté de 29%. D'après leur étude, donc piratage global, que ce soit le sport, mais aussi donc, le piratage d'œuvres cinématographiques. Maxime Saada, qui a été auditionné en novembre dernier par le groupe d'économie du sport que je co-préside, et Mathieu Ficot, les deux présidents de l'APS, nous ont déclaré que le premier classico diffusé sur la chaîne Téléfoot aurait été visionné 3 fois plus que par des pirates que par des consommateurs légaux. Bon, je ne sais pas quelles sont leurs sources, mais en tout cas, ils ont fait ces déclarations-là. Donc les chiffres du piratage, j'ai envie de dire, ont explosé en même temps que votre arrivée. Mais cette étude Adopi révèle aussi quelque chose d'intéressant, c'est les motivations du piratage et du passage à l'acte, j'ai envie de dire, de l'abonné, parce que cette étude met en avant qu'il y a des abonnés qui piratent, donc, du fait d'une offre qui est complètement, j'ai envie de dire, balkanisée. Il est aussi, par contre, invoqué, selon Adopi, que le prix trop élevé de l'abonnement constitue un motif de piratage pour 43% des Français pirates. Donc, rétrospectivement, est-ce que le prix fixé, et votre prix fixé, je rappelle, qui était de 25,90 € par mois avec un engagement de 12 mois, même s'il y avait une offre mobile, je crois qu'il était une mobile only à 14,90 €, mais est-ce que ce prix de 25,90 € était trop élevé, ou votre business model particulièrement trop ambitieux aux clients français, et mal adapté du tout aux clients français? Je crois que j'ai tenté d'expliquer ça avant. Je connais les rapports de l'Adopi, on a travaillé avec eux en plus, mais son étude, c'est antérieur, l'étude sur les 29%. Vous oubliez encore les effets de la Covid. Le confinement a fait croître le piratage, pas seulement en France, partout. Pourquoi? Parce que les gens étaient obligés d'être à la maison, ils cherchaient la façon de voir des choses bonnes, et ils cherchaient, le piratage s'est incrémenté de façon éclatante un peu partout. Et ça, c'est aussi très important. En tout cas, moi, je n'ai pas compris pourquoi depuis janvier, le premier trimestre de 2020 jusqu'à maintenant, la loi n'était pas menée en avant. Sur notre prix, je vous montre encore l'information des Parisiens qui fait la liste de Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France, Espagne. 25,90 contre 39, contre 37,50, contre 43,20, contre 45. Okay? Ça, c'est la réalité. La Ligue 1, la Ligue 2, la Champions et Netflix. Parce que si vous payez 29,90, vous avez Netflix que je crois que vous achetez ici pour 11 ou 12 €. Okay? Ça, c'est notre offre. Ce n'était pas un problème du prix. Ça, on le dit parce que c'est comme ça. Si vous voulez voir la Ligue et la Champions à Canal+, combien vous allez payer? 40 €, 45 €. Alors, le problème, ce n'est pas à nous, à notre prix. Le problème, c'est que les gens ont fait éclater le piratage. L'affaire du prix, c'est tout à fait secondaire. Je suis d'accord, comme on a vu avec la musique, etc., que les prix amènent à l'incrémentation du piratage, mais c'est à cause de ça que les pouvoirs publics ailleurs et les producteurs, les ayants droit, ont pris des mesures. Et les mesures, c'est obligatoire de les avoir. Et la Ligue, je ne sais pas comment a fini ce contact avec la Ligue espagnole, aussi elle
à acheter des outils technologiques pour faire face au piratage. Et la loi, bon, je vous remercie si la loi apparaît maintenant, mais elle est un peu en retard. Mais ça, ce n'est pas seulement un problème du foot, ou c'est pas le plus important dans cette histoire, ce n'est pas le foot. Le plus important, c'est les créateurs, les petits créateurs qui n'ont pas façon de se défendre. Parce que nous, plus ou moins, on se défend, on peut attaquer, on peut aller en justice, etc. Mais les écrivains, les artistes, etc., n'ont aucune façon de se défendre face au piratage. C'est pour ça que la loi et les mesures des pouvoirs publics et des ayants droit, etc., c'est important. Alors, juste pour remettre les choses dans l'ordre chronologique, le dispositif de lutte que j'avais pu pousser dans un premier texte, qui était le texte porté par Franck Riester à l'époque, donc en 2020, en mars 2020, avait déjà été voté effectivement en commission en mars 2020. Donc il était déjà public et vous en aviez connaissance. Donc ce que je veux dire, c'est que les pouvoirs publics français se devaient de réagir. Ils ont réagi parce qu'on a bien conscience qu'il s'agit avant tout d'un acte de piratage économique, et que notre but est bien de casser et de rompre cette filière donc illégale économique, tout en ayant aussi comme préoccupation dans notre approche de s'attaquer à ce délit, mais aussi donc, puisque ça c'est une intention française, en tout cas c'est le principe de la politique sportive, c'est aussi de veiller à ce qu'il y ait une exposition au plus grand nombre des manifestations sportives. Pourquoi ? Pour le rendre plus attractif et faire en sorte de lutter quelque part contre la sédentarité, mais aussi pour des valeurs comme, j'ai envie de dire, la cohésion et l'aménagement de nos territoires. Je voudrais juste revenir sur une autre notion de prix. Vous aviez donc un contrat sur le cycle de 2020-2024, donc qui a donné lieu à cet appel d'offres de 2018, qui représentait donc sur ces 4 années 3,314 milliards d'euros. Sur ce contrat, donc factuellement, vous n'avez réglé que 243,6 millions d'euros, c'est-à-dire 143 millions en août 2020 et 100 millions issus de l'accord de conciliation. Vous me reprenez si ce n'est pas ça. Mais ma question, c'est au regard du niveau des droits audiovisuels en Europe, pensez-vous toujours aujourd'hui que le prix que vous aviez payé pour l'achat de 80% des droits du football français était le bon et était le plus, je dirais, quelque chose de financièrement logique en 2018 ? On a payé un peu plus, mais bon, ça, maintenant, on a payé presque 280 millions. Mais bon, on a payé à la Ligue, et après, on a fait une chaîne de production de matchs gratos pour la Ligue jusqu'à qu'ils sont arrivés avec l'accord avec Canal. Mais bon, ça, maintenant, ça n'a pas d'importance. Moi, je continue à penser que bon, ce que je vous ai raconté au début, le business plan était consistant, les rapports entre la Ligue italienne, la Ligue espagnole, même la Ligue allemande par rapport à la française, les comparaisons c'était pour nous très favorables. Les parts de la télévision payante et la tradition de la télévision payante en France est très important, peut-être trop important à ce moment-là. Et on ne peut pas passer, j'insiste, sur la Covid. Et on ne peut pas passer de ce qu'on demandait en concret, hein, parce que peut-être, j'insiste, mais comme vous insistez aussi, on a demandé un relevé de 100 millions, 7 pour la Ligue 1, 7 pour chaque club, 3 pour chaque club de la Ligue 2, pendant que la Covid était vivante. Point. Okay? On était dans notre business plan, on allait perdre de l'argent la première et la deuxième année, on allait récupérer la troisième et la quatrième année. On tentait de travailler ensemble avec la Ligue parce que ce qu'il faut, c'est un développement stratégique, parce que sinon, ce n'est pas un problème à nous, c'est un problème du foot. Si le foot n'a pas des alliés stratégiques réels
pour se développer au niveau surtout de la télévision, mais aussi sur d'autres items, il ne va pas s'en sortir. Et ça c'est comme ça. Il faut travailler ensemble pour être plus fort. Des discussions que j'ai eues avec mon ami de Canal, si pendant 30 ans, tu as mis beaucoup d'argent sur le foot et le foot n'est pas amélioré, il y a des responsabilités. Une du foot et l'autre la tienne. Parce que si je mets des milliards et des milliards pendant 30 ans sur un produit, je n'aboutis pas à l'améliorer, alors j'ai un problème. Vous qui avez... Excusez-moi, la comparaison que vous avez faite, Canal payait 750 millions partout, nous sommes engagés à payer 780 pour 8 matchs et demi avec les meilleurs matchs dans notre lot. C'est-à-dire que la comparaison entre ce qui payait Canal avant et l'offre que nous avons faite, ce n'était pas quelque chose de folle. On avait plus au-delà des données que j'ai données sur le PIB, sur les abonnés, sur la population, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas des fous fourriers, qu'on fait des offres économiques sur le foot. Mais si on ne profite pas la durée de ces accords des 4 saisons pour avoir des liaisons plus étroites avec les partenaires, les produits ont moins de valeur et le futur est plus noir, c'est évident. Vous qui avez l'expérience des championnats de football européens, comment vous expliquez, hormis cet épisode effectivement de valorisation des droits à plus d'1 milliard d'euros en 2018, que le championnat français, malgré des talents qui y jouent, aujourd'hui n'arrive pas à des montants de droits télé qui pourraient être comparables à d'autres championnats qui sont largement au-dessus. C'est quoi la faiblesse structurelle du championnat français et du football français? Je crois qu'un des problèmes du foot français par rapport à la télé et à son produit, c'est que les transferts de joueurs forment partie de ce budget comme une chose structurelle. Ça peut aider au niveau économique dans certains moments, mais ça décapitalise les produits. Parce que les bons joueurs, ils partent. En Espagne, on a beaucoup de Français. En Angleterre, on a beaucoup de Français. Les chaînes françaises ont payé des fortunes pour la première par rapport à ce que représente la Ligue. Maintenant, ça a amélioré un peu. Mais si tu décapitalises ton produit, ça a un futur problématique. Façon d'arranger ça, je crois qu'il y a aussi un problème, vous m'excuserez, français, c'est qu'ici, on considère le foot comme quelque chose qui n'est pas dans l'angle de la culture, le sport. Le foot, c'est quelque chose bon, elle est bien, mais là, on gagne la Coupe du Monde, c'est bien, mais on n'aime pas le foot comme on aime la culture en général en France. Et ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que les pouvoirs publics, parce que vous avez des fans, vous avez des millions de fans, hein, mais les pouvoirs publics ne font pas l'attention que je crois qu'on doit donner à un phénomène et à un business comme le foot, que le foot français mérite. Bon, on l'a vu avec l'arrêt de la saison 19-20. C'est-à-dire que ça a été annoncé pour le Premier ministre. Hein, je l'ai vu à la télé en disant on arrête la Ligue. D'abord, ce n'est pas logique. Le pouvoir public, le Premier ministre peut dire on prend des mesures, etc. On ne peut pas jouer maintenant, mais arrêter la Ligue, dire qu'on ne va pas finir la saison, c'est quelque chose que c'est à la Ligue de décider, d'accord avec les pouvoirs publics, etc. Mais bon, on l'a vu après, non? Parce que tout le reste de Ligue, et je crois que ça c'est une très belle photo
de ce que je tente d'expliquer, non? Bon, la Ligue est finie, on vous fait un PG de 150 millions et c'est tout. Non, je crois que le pouvoir public doit investir dans la Ligue, entre guillemets, sur des mesures fiscales, sur les stades, sur la sûreté, sur la digitalisation, etc. Je sais que peut-être ça c'est mal vu ou mal reçu. Les muséums des clubs, c'est un investissement qui est très rendible. Bon, c'est aussi de la culture, ça, c'est pas seulement quelque chose que les clubs peuvent mener. Est-ce qu'il y a de l'investissement publicitaire des pouvoirs publics qui font dans les journaux, dans les chaînes de télévision? Est-ce qu'il y a une partie de ça qui va au foot, sur la publicité statique du foot, etc. Est-ce que les réseaux international de l'État français, les ambassades, les consulats aident au développement de ça? En Espagne, on a un réseau de ce qu'on dit ambassadeurs, mais ce sont des anciens joueurs, etc., qui font des tours dans le monde. Quand il y a des matchs importants, on fait des transmissions en direct à New York, à Johannesburg, au champ des réfugiés grecs, etc. C'est-à-dire qu'il y a une activité qui accompagne l'administration des pouvoirs publics en faisant des activités qui font que le foot soit connu. Plus au-delà de s'il y a Messi, il y a Cristiano ou il y a Mbappé. C'est une partie de l'aspect du développement culturel très important. La Ligue française a un contrat de 80 millions pour ses droits internationaux jusqu'à 2025, si je ne me trompe pas. La Ligue espagnole en a 800 millions. Ce n'est pas qu'on est plus beau, c'est qu'on a fait un bon travail. Peut-être la Ligue française n'arrivera pas à ce niveau-là, mais il peut arriver au niveau de la Bundesliga, ou peut arriver au niveau de la Ligue italienne, s'il y a ce travail-là. Mais il faut que les pouvoirs publics s'impliquent avec beaucoup de mesures sur le foot. C'est un événement culturel de premier ordre, c'est un événement économique de premier ordre. Et il faut l'aider comme on aide les industries métallurgiques. C'est un autre secteur économique plus important et qu'en plus, il fait de consensus social en général. Le foot, c'est un élément de consensus social. Bon, voilà un point sur lequel on sera unanimement d'accord, c'est vraiment donc l'implication davantage et toujours plus d'ambition pour le sport de la part des pouvoirs publics. En tout cas, vous avez ici des députés qui sont engagés pour le sport depuis plusieurs années déjà. Bon, à entendre, hein, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas le seul, puisqu'on a enchaîné beaucoup d'auditions. On a l'impression que c'est la faute de tout le monde, et pour le coup là, pour cette audition, et pas de Mediapro. Je vous dis ça de manière simplement. Je disais que on a l'impression, à entendre donc vos arguments, que je répète, hein, c'est la crise sanitaire avant tout, le confinement, le piratage, l'attitude agressive, ce sont vos mots donc de Canal+. Voilà, on essaie aussi de trouver les responsabilités de chacun, mais à vous entendre, on a l'impression que c'est la faute de tout le monde sauf de Mediapro. C'est un peu l'impression. Donc vraiment, je voudrais vous poser la question. Aujourd'hui, les quotidiens économiques annoncent que Mediapro est désormais en bonne santé financière, avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% et un revenu en croissance de 68%. Donc du coup, est-ce que quand même vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait le dos rond comme beaucoup, et ne regrettez-vous pas ce départ donc anticipé? Et aussi, comment expliquez-vous quelque chose que j'ai dit dans mes propos liminaires, et je voudrais vous entendre aussi, comment on regarde ça de la bonne santé aujourd'hui financière de Mediapro, comment expliquez-vous que vous ne financiez pas en France donc le PSE? Que je ne finançais pas à la fin? Le PSE, le plan de sauvegarde d'entreprise. Ok. Avant, j'ai oublié d'expliquer
des choses que vous m'avez demandé, c'était sur les actionnaires. Oui. Avec la crise du Covid, les actionnaires de Mediapro, tous les actionnaires ont mis de l'argent à la compagnie pour aider à sortir de cette situation que je vous ai racontée, critique. Quand la situation sanitaire est améliorée, bon, on est une entreprise sérieuse et on a redémarré. On a redémarré avec beaucoup de problèmes, avec des gens qu'on a perdus à cause de la Covid, avec des business qu'on a perdus à cause de la Covid, avec des coûts plus importants, parce que ça n'a pas le même coût, ni la production de matchs, ni les tournages de séries ou de films avant et après la Covid, mais les numéros montrent que Mediapro est une entreprise fondée et sérieuse. Si on aurait abouti à avoir une négociation, la situation aurait eu un autre... Nous avons de la responsabilité, oui, on a de la responsabilité, on n'a pas expliqué très bien je ne sais pas quoi, peut-être qu'on s'est trompé avec les rapports avec les opérateurs. Bon, je ne vais pas dire que nous, on a tout bien fait et le reste, on fait des erreurs. Non, je pose des choses objectives sur la table et j'affirme, et sur ça, nous n'avons aucune responsabilité, que si on aurait mené à terme la négociation, comme vous venez de dire, la situation s'était améliorée et notre fortalesse financière aussi. C'est-à-dire que si on était arrivé à un accord à ce moment-là sur les 200 millions, ou n'importe quelle quantité de ce type-là, les rapports avec la Ligue aujourd'hui et Téléfoot, ça serait un autre. Et nous avons fait, je ne vais pas me tromper, mais nous avons fait un PC très important à Mediapro et Sport France. Et on avait fait un PC approuvé, parce que tout ce qu'on a fait ont été approuvés pour les tribunaux, et dans ce cas-là, pour l'administration du travail française. Mais, comme j'ai tenté aussi d'expliquer, l'entourage par rapport à nous, ce n'est pas très positif. C'est-à-dire que nous avons déposé des offres pour la production des matchs de la Ligue qui ont été refusées, pas à cause du prix, parce que c'était le meilleur prix, mais à cause de que c'était nous. Et les consignes qu'il ne faut pas travailler avec nous, c'est une consigne élargie. Et c'est à cause de ça qu'on a été obligé de fermer la porte, parce qu'on n'a pas aucune possibilité de travailler. Mais pas parce que nous ne travaillons pas bien, pas parce que nos offres économiques sont exagérées, pas pour que la qualité de notre travail soit mise en question. C'est parce qu'il y a les consignes qu'il ne faut pas travailler avec nous. Et ça, je peux le montrer, le démontrer. Et c'est ça qui nous a obligés à fermer la porte. Chose que moi, j'ai personnellement regrette beaucoup, parce que j'ai un attachement historique à ce pays, qui m'a accueilli en 1974 pour me donner un passeport et un statut de réfugié. Justement, M. Rouet, c'est un lieu d'expression ici, l'Assemblée nationale, de représentation et d'expression. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire par vos salariés, aux abonnés, au club? Si c'est le cas, vous avez l'occasion de vous exprimer. Je crois que j'ai tout dit à tout le monde, c'est-à-dire aux abonnés qui avaient payé pour une saison, on a retourné l'argent. Avec certains clubs, on a encore des rapports. Nous sommes là disposés à n'importe quoi, comme toujours. Mais tout le monde doit faire une révision du processus. Ce n'est pas seulement... je ne sais pas quel type de rapport vous allez faire, mais ça serait bien si tout le monde faisait l'historique de ce qui s'y est passé, quelle était
son attitude à chaque moment et quel a été le résultat, parce qu'on ne peut pas oublier les résultats. Les résultats, ce n'est pas notre responsabilité. Les résultats, c'est la responsabilité des tiers. Non, allez-y. Pour revenir juste sur le plan social, est-ce que vous allez le financer ou pas? Le plan social en question. Je parle des salariés. C'était la question qui... voilà. Est-ce que, sur ce point-là, vous allez assumer? Je sais qu'il y a eu hier une chose en tribunal que je ne connais pas les résultats, mais j'insiste, nous avons négocié avec les gens de Médias pour France, nous avons négocié avec les conseils, comment on s'appelle, ici des Médias pour France. Moi, personnellement, j'ai parlé avec eux à plusieurs reprises et on a présenté à la directe exactement les mots, mais ne m'apparaissait pas les points sociaux pour les entreprises. Je sais qu'hier, on a eu quelque chose en tribunal, mais je ne connais pas les résultats et je ne vais pas dire des choses sur lesquelles je ne suis pas connaisseur. Mais on est obligé de fermer. Pas... Alors tout le monde doit être conscient de ça. On était ici depuis presque 10 ans. Ok, parce que ces informations-là, effectivement, nous avons reçues, sachant que nous vous éditionnons des informations de ces échanges de la part du CSE, où effectivement, il y a ce point d'inquiétude qui est très important. Bon, là, ça rejoint aussi nos responsabilités politiques. Et là, pour le coup, le sport rejoint, je veux dire, des problématiques d'emploi, et en l'occurrence ici, de problèmes et de casse sociale. Donc ça, c'est un point qui est important, et de vigilance pour tous les pouvoirs publics. Et la responsabilité de tous devant cette obligation de respect des engagements vis-à-vis donc ici de vos salariés. Moi, je voudrais juste revenir sur un point, c'est la garantie bancaire, ou plutôt, pardon, la garantie. Voilà, la garantie à première demande, me semble-t-il, donc aux actionnaires. Mais je voudrais bien que vous me précisiez quelle était la garantie d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a différentes notions, il faut être très précis là-dessus. Si vous pouvez revenir sur la garantie précisément et le détail de la garantie qui a été donnée par Mediapro, et vos explications de votre point de vue sur le fait que cette garantie n'ait pas pu être actionnée par la LFP. La garantie donnée par Mediapro, c'est le même type de garantie que tout le monde donne et a donné en France et ailleurs, la garantie que BIN donne, la garantie que Canal donne, que c'est la garantie de la maison mère. Si elle n'a pas pu être, comment vous dites, actionnée, bon, c'est parce qu'on est allé en tribunal à expliquer la situation à Nanterre, si je ne me trompe pas. Le tribunal, c'est-à-dire une institution de pouvoir public français, a compris la situation, nous a offert la conciliation et on a ouvert ce processus. Et dans ce processus, c'était impossible d'activer la garantie. Je vais répéter encore que BIN a suivi le même chemin pour ne pas se trouver dans une situation comme la nôtre par rapport à la Ligue et par rapport à Canal+. Avec ça, je veux dire qu'on n'a pas piégé personne, mais on a utilisé, comme tout le monde, la loi et le pouvoir public pour résoudre une situation. Bon, avant, j'ai dit qu'on ne jette pas l'éponge. On ne jette pas l'éponge et on n'évite pas les responsabilités. Moi, je n'avais aucune obligation d'être ce matin-là, m'expliquer et répondre à vos questions, etc., etc. On l'a fait parce qu'on est des gens responsables. Okay? Parce que moi, je pouvais rester à Barcelone, il ne pleut pas à Barcelone comme hier il pleuvait ici.
il fait 29 degrés, pas 19, comme on était ce matin. Non, c'était 17 ce matin, etc. Mais parce qu'on est des gens responsables par rapport au foot, par rapport à l'institution que vous représentez, par rapport à nos gens, parce qu'on est très responsable avec nos gens. On est venu ici pour donner toutes les explications, même si certaines d'elles ne sont pas d'accord avec vos critères. Le rapporteur, plus de questions? Non, j'ai plus de questions. Je vous remercie. Mais vous voyez là, juste un petit commentaire. On aime bien le sport ici. J'aime bien aussi le rugby. La démocratie en France, c'est un peu comme le rugby. C'est parfois viril, mais c'est toujours correct. Donc le tout, c'est de jouer, de s'affronter et surtout de confronter des points de vue. Et surtout, nous ici encore, j'insiste sur le fait que la mission d'information est une mission d'information et notamment destinée donc au plus large public et au titre de notre représentation, donc de notre fonction de représentant national. Ça veut dire que vous considérez maintenant que je ne suis pas un voyou, comme vous avez expliqué une ou deux fois, non? C'est ça? Non, alors, la langue française a des subtilités. J'avais parlé de méthode de voyou. Vous n'êtes pas un voyou, monsieur Aurès, en effet. Mais la méthode a été qualifiée de voyou. Je n'ai pas non plus de méthode de voyou. Très bien. Sur ces paroles très sages de monsieur le rapporteur et de monsieur Aurès, il nous reste à vous remercier et d'avoir répondu le plus complètement possible pendant cette heure et demie d'audition ce matin. Voilà. Et donc, vos déclarations seront bien évidemment versées à notre rapport d'information parlementaire. Nous allons continuer les prochaines semaines à auditionner, à investiguer, et puis surtout à trouver les bons enseignements, à tirer des conséquences de la crise que nous avons vécue sur les droits télé depuis l'an dernier. Merci, monsieur Aurès. Je suis à votre disposition n'importe quand, n'importe comment.